Ok, très bien. Voilà, nous revoilà après cette page de pub. Donc, on avait dit que justement, nos personnes qui étaient de l'autre côté avaient envie de réagir et tout ça. N'hésitez pas à venir vous poser des questions. Je reviens vers le CAUE avec notre ami Joël. Oui. Sur cette question de rénovation, est-ce que, et surtout la refondation, on a des villes, il y a des villes nouvelles aussi. Est-ce qu'il y a des réflexions sur ces sujets, puisque on parle de marché de commande publique, on parle de, faut bien comprendre, hein, faut bien décrire, c'est-à-dire que il y a la commande publique d'un côté, donc les collectivités, les institutions, il y a la commande privée, il y a les entreprises aussi qui ont besoin de nouvelles infrastructures, et il y a les entreprises, les particuliers, mais il y a la question de la rénovation aussi qui n'est pas suffisamment mise en exergue. Oui, parce qu'on ne va pas se mentir, par facilité, c'est vrai que la construction, c'est plus simple. On prend un terrain nu, on vient, on construit un bâtiment. On ne se pose pas de problème de savoir s'il y avait des réseaux, qu'est-ce qui était là avant. Quand on parle sur un bâti qui est existant, forcément, il y a de nouvelles problématiques. Et à chaque fois, on peut découvrir quelque chose d'autre. Aucune rénovation est identique. Et c'est pour ça que ce n'est pas un marché qui a toujours été mis en avant, puisque c'était plus complexe et forcément moins rémunérateur. De plus en plus, on se tournait vers des extensions des villes. On a le centre-bourg qui périclite et pourtant on a grandi aux alentours. Alors que le cachet même d'une ville, c'est souvent son centre-bourg. Et c'est ce qu'on essaie d'encourager, la réhabiliter les centres-bourgs. Mais reconstruire déjà, c'est pas évident. En contexte urbain, centre-bourg, vous avez parlé de Pointe-à-Pitre, réhabiliter un bâtiment là-bas, c'est-à-dire bloquer une rue, etc. Donc c'est beaucoup plus compliqué, mais c'est nécessaire. Puisque, comme je disais que la Guadeloupe n'est pas extensive, c'est dans le sens où n'allons pas perdre aussi nos viviers ruraux pour juste encore élargir les villes. Les villes sont déjà assez conséquentes. Faisons en sorte de se réapproprier nos centres-bourgs pour pouvoir justement avoir une qualité de vie qui soit cohérente. Puisque, oui, on peut se comparer à des grands territoires, mais on a notre histoire aussi. Et la rénovation aussi, c'est un enjeu particulier. On voit que ce n'est pas un secteur qui est mis en avant, puisque oui, c'est assez complexe. Et aussi, les financements aussi sont pas plus difficiles, mais plus diffus. Et on parle de différents acteurs, donc au niveau privé, moins que la mise sur l'habitat par exemple, c'est un sujet. Au niveau des constructions aussi publiques, la commande publique a ses particularités où il faut quand même respecter un certain cadre et partir sur l'existant, c'est-à-dire aussi être moins agile. Sauf que la commande publique, c'est quand même assez rigide. Donc c'est des choses aussi qui ont été assez complexes à mettre en exergue et ça commence à se développer. On va dire que c'est un sujet qui est nécessaire puisque beaucoup de bâtis ne sont pas en fin de vie, mais méritent d'être réhabilités, rénovés, reconstruits. Et d'ailleurs, on parle même plus de démolition, on parle de déconstruction. Comment récupérer ces matériaux pour être moins dépendant de l'extérieur, pour pouvoir utiliser des choses qui sont sur place. Après, la problématique de l'amiante aussi, d'autres sujets aussi font que la rénovation n'est pas évidente. Une situation aussi qui est bien de chez nous, on a beaucoup de grands stades en plein cœur des bourgs. Alors que, au niveau de, par exemple, on parle comment ça s'appelle, le centre des arts. Mais la problématique du parking, elle se pose comment? C'est-à-dire qu'avant, on avait l'habitude de concentrer tout dans le bourg. Mais aujourd'hui, mettre un grand stade avec plus de 600, voire 1000 places au centre d'une ville, c'est une folie. C'est une réflexion à avoir globale, parce que c'est que la ville doit aussi penser aussi à la mobilité, les déplacements. La mobilité durable, c'est faire aussi en sorte qu'il y ait des déplacements qui soient doux, permettre aux personnes de circuler de manière ombragée, sécurisée, avec la possibilité de venir à un espace, puis se rejoindre à un autre, sans forcément être dépendant d'une voiture. Tout le monde n'a pas accès à la voiture. Le jeune public, on sait que les enfants n'ont pas tous un véhicule. S'ils veulent faire du vélo, nous on allait, pour la plupart je pense, à l'école en vélo, on ne va pas le faire maintenant pour diverses raisons, parce qu'il n'y a pas de piste sécurisée ou viable. Donc ça aussi c'est une réflexion globale, au-delà même du bâtiment, même de l'aménagement même du territoire. C'est l'aménagement. Faire en sorte qu'on puisse tous converger vers des endroits de manière sécurisée, sans avoir à être dépendant de la voiture. J'ai connu le centre des arts avant, oui, le parking, on pouvait se garer aux alentours. Maintenant, ça s'est densifié. On ne peut pas avoir la même réflexion, le même centre des arts qu'à l'époque. Mais ça aussi, c'est des choses qui sont pensées à la fois en termes d'équipement structurant, mais aussi l'environnement, l'impact que ça aura aussi sur les occupants à côté, sur les usages, les mobilités, les déplacements. Très bien. Mademoiselle, on va parler un peu de ton parcours, justement de ce qui a fait que tu as embrassé cette carrière. Et si une des dames du salon pouvait venir, la première, venir nous rejoindre, comme ça on va embrayer tout de suite sur le salon. Désignez-vous, ne vous battez pas. Elle est toute désignée. Ah, oui. Elle est toute désignée. C'est bien celle d'hier. D'accord. Alors, tu as la parole justement sur comment ça t'est venu, l'idée justement d'être
chauffeur avec un E de poids lourd. Conductrice, pardon. Alors, c'est quelque chose déjà que j'aime, les camions, et où l'idée m'est venue de passer mon permis. Et par la suite, intégrer la société, alors intégrer, déjà regarder comment ça se passait après avoir passé après avoir passé mon permis. Et il faut dire que pourquoi j'ai choisi Sogetra, c'est parce que mon papa est dedans. Donc on va dire, D'accord, il y a la fibre familiale. C'est ça. Et après mon permis, donc j'ai fait une immersion à la Sogetra. Et après, ça a continué jusqu'à un certain moment. Et après, je suis retournée. Et quand je suis retournée, j'ai repris le poste de chauffeur poids lourd. Après, chauffeur poids lourd, chauffeur poids lourd, un camion Benz, donc transport de matériaux. Là, on te voit à l'image, là. Transport de matériaux. Et après, j'ai fait aussi le marquage, signalisation. Et maintenant, je suis dans le milieu du bitume. C'est quoi ta formation initiale? Tu as toujours voulu faire ça ou tu as fait autre chose là, au départ? Alors, ça n'a rien à voir. Même, j'ai commencé... Alors, mon parcours scolaire, j'ai fait l'économique et sociale. Donc, ça n'a rien à voir. Après, j'ai fait des formations hôtesse de caisse. Et après, hôtesse de caisse. En fait, pendant que j'étais hôtesse de caisse, j'ai passé mon permis. Quand tu as dit ça, ton papa, qu'est-ce qu'il a dit? Il ne savait pas. on va dire, c'est un peu la surprise. C'est après que j'ai eu mon permis et tout, que je lui ai dit. Ah, d'accord. Ok. Et quelle a été sa réaction? Il est fier de sa fille. La première réaction, il a été fier? Oui, il a été fier. Il est fier. Et dans ton quartier, quand tu arrives avec ton camion et tout ça? Non, mais dans mon quartier, en fait, j'ai pas trop le véhicule, en fait. Le véhicule reste à la société. Il faut déposer les gens, voiture. ton voisinage connaît ton métier? Oui, lorsqu'ils me rencontrent sur les chantiers. Très bien. Et quel est l'accueil qui t'est réservé? Ils sont un peu surpris. Ils ne pensaient pas que ça. En fait, les gens vont plus penser que peut-être on est en bureau, en fait, administration et tout. Chose que je ne vais pas dire que... C'est pas que je n'aime pas, mais je suis quelqu'un qui aime bouger. Voilà, donc, du coup, j'ai préféré la route. Alors, je me retrouve vers le contrôleur des travaux, conducteur des travaux, pardon. Est-ce que c'est un recrutement engagé ou bien il n'y a pas de différence entre les compétences des femmes et des hommes sur ce type de poste? Maëva, moi, je l'ai connue, on la connaît sur le transport de marchandises sur un camion lambda. On lui a fait la proposition aujourd'hui de passer dans le pôle route, pôle enrobé, parce qu'on sait qu'elle a les capacités. Et on est content, on est tous contents de l'avoir avec nous aujourd'hui dans notre pôle. On doit être une bonne trentaine de personnes dans notre pôle, pôle vraiment enrobé, réfection des routes. Et c'est la seule femme qui est avec nous, en termes de travaux. Après, en producteur de travaux et en encadrement, on a d'autres femmes. Mais aujourd'hui, sur chantier, c'est la seule femme. Elle a largement les capacités, elle se débrouille aussi bien que les hommes. J'ai aucun problème avec ça. Si vous aviez un recrutement à faire, si dans le lot vous aviez un recrutement volontaire à faire, ça serait aujourd'hui la place donnée à une jeune femme? C'est une place, mais elle a totalement sa place. Elle est déjà donnée sa place. Non, je ne parle pas de Maëva. Je parle en recrutement général. Oui, bien sûr. Si demain on a une femme qui se présente, en tous les cas. Alors, c'est pas vous les sexistes, c'est juste parce que là, on parlait de pénibilité du travail. Oui. Et c'est une des données qu'il faut prendre en compte. Il y a une autre donnée, c'est que c'est une jeune femme, donc à un moment donné, peut-être qu'elle aura envie de se créer une famille, donc elle va enfanter. Et ce sont des questions qu'on n'aborde pas, mais ce sont des questions qui sont d'actualité, de vie. En tous les cas, pour nous, c'est totalement viable d'avoir une jeune femme au sein de notre société, et encore plus dans ce travail-là, sur la répondeuse. Il y a pour nous, c'est aucun souci. C'est juste la volonté de vouloir le faire, vu que c'est exactement un métier un peu pénible, et voilà. Elle mettra son bébé à côté, voilà. Non, il faut aimer on va dire, le métier.
Et mis à part ça, là où je suis en ce moment, parce que c'est quelque chose de très salissant. Et il faut aimer. Et Mais moi, c'est- ça me dérange. Après, il y a un aspect technique aussi, hein. Elle n'est pas juste chauffeur poids lourd. Le matériau qu'elle travaille et qu'elle utilise, c'est de l'émulsion, c'est un produit dérivé du pétrole. On a des dosages à respecter sur nos routes pour ces produits-là, et qui sont vitales et obligatoires d'être bien faits pour la pérennité de nos ouvrages, en fait. D'accord. Ok, donc il y a un aspect technique. Très technique. Il y a une formation technique à avoir et en Exactement. termes sécuritaires, il y a une conscience concrète à. Ok. Oui, complètement. D'accord. Je vais venir du côté du Greta et j'aimerais qu'on parle de la dimension de la pénibilité parce que c'est un terme justement qu'on a beaucoup utilisé, mais est-ce qu'aujourd'hui on est sur ces mêmes notions comme les deux, parce qu'on reste encore dans notre imaginaire sur des notions d'antan, de pénibilité. Est-ce qu'on peut en faire état aujourd'hui? On dirait que les métiers ont quand même bien évolué. Prenez l'exemple des maçons, vous avez des dispositifs qui permettent d'alléger et de soulager le métier avec des monts de charge, on a donc des nacelles. Même les matériaux également ont changé pour pouvoir exercer ce métier. Je prendrai également l'exemple du menuisier. Quelqu'un qui qui est cuisiniste maintenant, il a à sa disposition des logiciels de DAO, d'essais assistés par ordinateur, de fabrication assistée par ordinateur. Donc, ce sont toutes ces technologies qui sont entrées dans les métiers qui permettent de soulager et même d'augmenter la productivité. Tout à fait. Donc, non, les métiers ont beaucoup évolué. La pénibilité, elle est vraiment moindre. C'est vrai, quand Même- on regarde par exemple la plomberie, C'est cela. c'est un autre métier aujourd'hui. Oui, c'est Pour ça. rappeler les plombiers avant avec le chalumeau et tout Oui. ça, aujourd'hui, ça n'existe plus. C'est ça. C'est très technique aujourd'hui. Donc, Oui, même, voilà, c'est ça. Vous allez voir, vous allez au lycée du Moule ou ailleurs, ou au lycée du Lamentin, vous voyez les appareils pour pouvoir fabriquer une pièce. Vous avez même la visserie qui est intégrée. C'est complètement révolutionnaire. ouais, l'électricité aussi, et même on Oui. parlait du béton, vous êtes dans cette partie-là. Aujourd'hui, vous utilisez beaucoup les bennes. Donc, il n'y a plus cette notion qu'on avait avant où il y avait la bétonnière. La et- bétonnière. On est C'est vachement mécanisé, beaucoup plus mécanisé, et puis avec des engins qui ont complètement évolué, en fait. Très Plein de bien. choses. Tu veux réagir? Ah, oui, je voulais juste dire que, en fait, il y a une obligation de résultat pour les entreprises en termes de prévention des risques. Effectivement, c'est parce qu'il y a eu des personnes qui sont tombées malades avec des troubles musculo-squelettiques. Il y a eu des personnes aussi qui ont eu des incapacités permanentes avec Sandrine, des et toi accidents de travail. C'est Comment Sandrine, toi. Oui, moi, c'est Sandrine. D'accord. Sandrine, tout à fait. Je vais vous Et jouer. donc, voilà, c'est par rapport à ces statistiques qui étaient assez, j'ai envie de dire, malheureux, parce qu'il y a eu des décès, parce qu'il y a eu des personnes qui vieillissaient mal, que maintenant, voilà, dans le Code du travail, c'est inscrit que c'est le travail qui s'adapte à l'homme, déjà. Et quand on dit que le travail s'adapte à l'homme, et je vais rejoindre un petit peu, je vais faire un parallèle avec l'expérience de mademoiselle et mon expérience. Aujourd'hui, j'ai 41 ans. Je viens de Non. finir 23 ans de Non. carrière militaire. De carrière militaire. Et en fait, moi, à la base, je voulais être guide touristique. Donc, rien à voir. Je faisais des études linguistiques. Et finalement, je suis rentrée à l'armée. J'ai passé tous mes permis. Donc, j'avais vraiment tous mes permis. Bon, je les ai toujours. Mais ce que je veux dire, c'est que poids lourd, super lourd, transport de matières dangereuses, bus, FIMO, complète. J'arrive dans le civil avec cette fierté, en Guadeloupe. Je viens pour chercher un emploi. Et on va dire que j'ai vu une dizaine d'employeurs quand même. Et la seule chose sur laquelle ils s'arrêtaient, c'était pas mon CV qui était hyper complet, contrairement aux autres qui étaient dans la salle d'attente. Donc, il y avait des hommes, j'étais la seule femme dans chaque salle d'attente quand je venais pour faire les entretiens. Mais c'est ma féminité. Vous êtes une femme, mais vous avez vu votre taille, vous allez pouvoir atteindre la première marche du camion. Ils ont osé. Ils ont osé. Ils ont osé. Le chargement, le déchargement, on se posait la question, mais vous êtes un petit bout de femme, vous allez pouvoir charger et décharger le camion. Voilà, c'est sincèrement, et ça m'a poussé à m'engager finalement. Alors je leur dis merci quand même,
parce que je reviens en Guadeloupe, maintenant ça fait 1 an que je suis revenue, je reviens avec toute mon expérience militaire, toute cette maîtrise, voilà, c'est grâce à eux, ils m'ont poussé dehors, je voulais pas quitter ma Guadeloupe, ils m'ont poussé dehors, mais merci quand même. Merci de l'avoir fait, mais merci aussi de savoir qu'aujourd'hui, eh ben, finalement, une femme qui passe son permis poids lourd en Guadeloupe et qui passe toutes ses qualifications, eh ben, la question ne se pose pas. Parce qu'effectivement, il y a une question d'évolution de la technique et d'obligation de résultats. Les camions sont hyper assistés. Moi, je sais, hein, j'ai conduit des camions avec des volants très durs quand je suis rentrée dans l'armée. Mais maintenant, les directions sont assistées. Vous avez des radars tout autour du véhicule. Vous avez des caméras. Enfin, voilà quoi. Comment? J'ai dit c'est plus facile maintenant. Ben oui. Alors, Parce que moi, quand j'ai passé, alors c'était au moment où ça changeait, il y avait une histoire de Euro 4 ou Euro, je sais exactement. pas. Donc moi, j'ai eu la chance quand même de passer mon permis en manuel et en fait faire les deux, manuel et automatique. Et quand il fallait aller chercher, on te demandait est-ce que tu pourras conduire un camion manuel. Oui, oui, parce que ce maintenant, sont la deux norme techniques venait avec différentes. un automatique. Donc c'est Voilà. pour ça que maintenant, quelqu'un qui va passer le permis en auto, imagine que l'employeur, en fait, l'entreprise a un camion manuel. On va dire Voilà, que tu te retrouves. Alors, pour entrer dans le sujet, parce que je suis aussi enseignante de la conduite poids lourd, super lourd et bus, pour comprendre la problématique qu'elle est en train de dire, effectivement, quelqu'un qui n'a que le permis B dit mais non, si j'ai mon permis manuel, je peux conduire en automatique. Eh bien, là, pour un poids lourd, c'est pas pareil. Parce que sur un poids lourd, vous avez 12 vitesses, vous pouvez en avoir 24, vous pouvez en avoir 28. Et donc, ça demande une certaine technicité pour comprendre déjà, pour avoir une cohérence entre l'allure du véhicule, le terrain et le couple du moteur. Il faut rassembler toutes ces choses-là techniquement. On pense qu'un poids lourd est hyper facile à conduire, mais finalement, non. Ça demande de la réflexion par rapport à l'environnement, le terrain et les capacités du véhicule, plus la gestion des vitesses. Alors, on C'est va un faire une métier. chose. Voilà, Ce c'est qu'on un va faire, métier. on va faire une chose. On va d'abord finir sur la partie. Je sens que vous avez beaucoup à dire de ce qu'on va faire. J'aimerais qu'on parle sur, tu vas donner ton avis aussi, sur la question de l'approvisionnement en termes de matériaux. Ce qu'on trouve ici. Il y a eu la problématique de la carrière de DR qui a bousculé un peu tout le monde. C'était très difficile cette période pour vous, j'imagine. Et est-ce que ça s'est réglé? Et est-ce que vous avez anticipé? Est-ce que les entreprises, j'en dis vous, les entreprises ont anticipé sur les pénuries éventuelles pour trouver d'autres marchés, parce que l'approvisionnement, on est tous tributaires du même fournisseur. Est-ce que ça a évolué dans les cheminements des différents acteurs et vous, dénonner un peu votre rapport avec cette problématique du matériel, des matériaux, pardon. Alors nous, on est complètement sujet à cette panne de matériaux de la carrière des SADG. Ça a été très compliqué. Vous dire ce qu'il en est sur la carrière, je ne pourrais pas vous dire où ça en est. Si, est-ce que l'approvisionnement aujourd'hui est régulier? Et c'est arrêté. Enfin, là, nous, on n'a plus de matériaux pour faire nos enrobés. Et voilà, on n'a plus pendant... Enfin, là, on n'a plus. Comment vous faites alors? Alors donc, nous, on fait venir nos matériaux de la Martinique. Très bien. Donc, d'une carrière de Martinique, qui est une carrière de notre groupe. Donc, on fait venir des matériaux de Martinique. Ok. Sur d'autres sujets, à part ce type de matériel, quand vous avez besoin de machines, comment ça se passe pour vous? Au niveau quoi? Excusez-moi. Au niveau de vos besoins, en termes de... Nos besoins, après, on fait de la synergie en interil. Donc, si vous voulez, si on a besoin de machines, nous, ça vient de Martinique ou de Guyane. Enfin, Guyane beaucoup plus loin, mais Martinique, Guyane et Martinique, voilà. On a 3 entreprises. Est-ce que vous pouvez définir votre champ d'action global, qu'on comprenne bien sûr sur... Pour Sogetra? Oui. Donc, Sogetra, on intervient sur toute la Guadeloupe, Marie-Galante et les îles du Nord, donc Saint-Martin. Qu'est-ce que vous faites précisément? On fait du VRD, donc... Précisé pour ma grand-mère, VRD. Voirie et réseaux divers. Et voilà, on fait aussi bien du terrassement, du génie civil, un tout petit peu d'eau, de l'AEP, de l'eau potable. Donc voilà, on fait pas mal de choses. Ah ouais, très bien. Sur la question des routes, il y a beaucoup à faire.
Oui. Ça dépend des marchés. Il y a beaucoup Oui, à faire. il y a du travail, oui. Ah ouais, ouais. Il y a du travail. il y a- Surtout maintenant. Les élections approchent. Ah, ok. Mais bon, ça veut pas dire que toutes les routes vont être concernées, malheureusement. Et pour- Le tour à Guadeloupe avant. Oui. Et les routes communales, la problématique au niveau des routes communales, au niveau des routes départementales et régionales, ça va. Mais Ça fonctionne, oui. pour les routes communales, Eh ben, ça travaille pas mal dessus quand même. Là, Ouais. on a beaucoup de marchés. Nous, on a beaucoup de marchés. On a quelques marchés avec les communes et ça travaille. Là, en ce moment, on travaille beaucoup sur les routes communales. C'est la bonne période. Donc, C'est une bonne période. Là, oui, on est bien d'accord. Mais ouais, le Lamentin, Sainte-Rose. Les abîmes, c'est quand Les abîmes, bon, C'est quand, les abîmes Ça va pas tarder. c'est compliqué les avis. Et le réseau routier est très étalé, faut dire. C'est Wow. très Parce que, étendu. C'est compliqué de tout gérer en même temps en termes d'entretien. Alors une question, si il y a d'autres initiatives, parce que j'ai travaillé, hein, vous savez, pour préparer cette émission. On entend ça. Vous entendez? Ouais. Alors, au niveau de la constitution même du bitume, aujourd'hui, on parle d'intégrer des déchets, des pneus, etc., pour trouver d'autres méthodes pour constituer comment vous appelez ça, le substrat. C'est ça? J'ai entendu ce mot-là. Voilà, c'est ça. Donc, à base de pneus, de récupération, nous produisons beaucoup de déchets aussi. Est-ce que ce sont des éléments que vous analysez, que vous, même dans les questions d'innovation, est-ce que vous avez pensé à ça pour ne serait-ce que... Parce que quand on parle d'enrober totalement, mais il y a aussi d'autres initiatives où on bouche les trous avec un substrat qui permet de durer. Est-ce que ça se fait chez vous? Alors nous, bouchage de trous, on utilise de l'enrobé, ça c'est sûr. Il n'y a pas d'autres matériaux pour le moment qui se fait. C'est enrobé à froid ou enrobé à chaud. Il n'y a pas d'autre chose. En termes de conception, de fabrication des enrobés, on incorpore quand même un pourcentage de recyclé. Donc c'est-à-dire que le rabotage, quand on rabote une route, on le récupère et on l'incorpore dans notre formule d'enrobé pour une nouvelle production. Donc voilà, à hauteur de quelques pourcents. Très bien. Vous avez entendu parler de cette nouvelle technique? Oui, on se demande toujours si ça s'adapte à nos climats aussi. Donc c'est pas qu'on fait toujours attention à voir en termes de recherche et développement. Si ça marche national, c'est bien, mais est-ce que ça marche un climat Non, mais tropical c'est des humide? techniques que j'ai vues sur l'Afrique, moi. Donc Tant mieux, oui. ça résiste à des températures très élevées. Aujourd'hui, ça fonctionne. Ça fait longtemps qu'on incorpore à minima 10% de recyclé dans nos enrobés et les routes sortent très bien. Des beaux projets. Sauf le communal. Bon, ce qu'on va faire, je vais vous demander à Maëva de permettre à ces dames de pouvoir venir au plateau pour pouvoir parler de leur sujet. Si vous voulez bien aussi. Vous restez, monsieur va aller là-bas, parce qu'on n'a pas fini sur le volet. Oui, s'il vous plaît, on va leur laisser la place. Oui, merci. On mettra toutes les informations sur votre société et on vous donnera un mot de conclusion. Voilà, on va entrer sur la question du salon. Voilà. Alors, ce salon-là, le fameux salon féminin du BTP. Expliquez-moi. Femme et BTP. Ça a changé vite à mon âme. La femme. En gros, la femme et le BTP. La femme et le Voilà. BTP. Alors, justement, parce que Ces dames, Patrice, j'ai laissé Madame du Greta, Jérôme, voilà, du Greta exprès, puisque justement, ça permettrait qu'il y ait un pont, parce qu'elle forme les jeunes. Donc, ça veut dire que ça peut être ouvrir plus de postes. Ça commence de là, je pense. Hein. S'il y a plus de femmes dans les centres de formation, naturellement, ça va permettre, voilà. C'est bon? Juste pour dire on ne forme pas que des jeunes. Hein. On a des beaucoup adultes. de transitions professionnelles également. On forme aussi des demandeurs d'emploi. On a répondu à des marchés de France Travail parce qu'il y a cette nécessité donc, de répondre à la demande et des besoins sur les métiers en tension. Donc, dans le cadre du plan d'investissement dans les compétences, l'État, les fonds sociaux européens, donc le FSE et donc France Travail, ont commandité donc des formations donc, auxquelles nous avons répondu et donc nous mettons en place donc, ces actions de formation. Quelle est la proportion entre les jeunes et ceux qui un peu plus âgés? Ça dépend des... Écoutez, je peux me retrouver dans une session de formation, on peut avoir la moitié de... Généralement, elle n'excède pas 10 ou 12 personnes.
la moitié en jeunes et l'autre moitié avec des personnes qui sont en reconversion. Hein. Ah ben. Ça s'est vu surtout au niveau de la période de la pandémie. Les gens ont souhaité se reconvertir. Oui, c'est Oui, ça. ça a permis à Voilà, voilà, tout ça à fait. travaille un peu plus. Oui, ouais. c'est cela. Et des gens qui étaient, qui sont infirmiers, voilà, ou qui travaillaient dans le tertiaire, dans la formation générale, qui ont demandé à être plus proche de la nature, d'exercer des métiers artisanaux, voilà. Et donc, on a eu cette demande. Donc, on a aussi des personnes qui ont une cinquantaine d'années, une soixantaine, qui veulent se reconvertir. Voilà. Très bien. Alors, dites-moi la genèse de ce salon, mesdames. Je vais laisser Julie parler, j'ai déjà parlé. Alors, Julie, dis-nous tout. D'où ça vient? Toi, tu fais quoi dans le bâtiment? Alors, je suis à l'origine de l'association Bâtiment Féminin, qui a pour vocation de valoriser, connecter et former les femmes dans le secteur du BTP. Pour résumer, on facilite leur insertion dans le secteur. Et effectivement, ça a commencé par un magazine où j'écrivais des articles pour mettre en lumière leur parcours. Je me suis rapidement rendu compte qu'il y avait un souci au niveau de la formation, de l'accompagnement de ces mêmes femmes. Et de fil en aiguille, je me suis rendu compte également qu'elles existaient, mais qu'elles n'étaient pas valorisées, elles n'arrivaient pas à se connecter entre elles. Donc, à un moment donné, je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Et c'est là que m'est venue l'idée de créer le salon Femmes et BTP. Alors, on m'a posé une question très intéressante à laquelle j'aimerais bien répondre aujourd'hui. Pourquoi femmes au singulier? Et là, j'ai envie de dire, de la même façon que nous sommes tous uniques et individuels. Chaque femme est unique en son genre, donc c'est vraiment un secteur et face à la femme. Je m'adresse à une femme en particulier. C'est chacun qui doit faire une introspection et se dire qu'est-ce qu'elle veut pour elle. Mon discours, ce n'est pas que toutes les femmes doivent se réorienter vers le secteur du bâtiment. C'est chaque femme, à un moment donné, on est en quête de sens dans sa vie et on se dit qu'est-ce qu'on veut faire pour soi, où on veut aller, qu'est-ce qui nous intéresserait, quelles sont nos aspirations. Et peut-être que le bâtiment pourrait être une ouverture, une voie à pouvoir emprunter en fait. C'est un peu ça le message qu'il y a derrière le salon. Oui. Très bien, reste là. On envoie la pub et on revient. Ok. Tu m'intéresses. On envoie la pub. Ok. Parti? Lequel?